Top 10 all time. C'est lundi. It's lundi. Et oui. Der best tag. Ah bah c'est tag von der Woche. Von der Woche. Non, absolument pas von der Woche, mais Aus der Woche. Si, c'est Woche. Aus der Woche. Pourquoi pas von? Je n'ai pas tout à fait tout ce qu'il faut. Les germanophones, n'hésitez pas. C'est le lundi, oui, donc on fait toute la bise à tout le monde. Et oui, on va parler des grandes rivalités all time, mais avant ça, la bise à tout le monde, comme vous le savez Alex d'habitude, qui mange quoi? Kebab. J'ai vu la team Radi Pimber aussi qui est venue me voir sur Twitter pour me dire pourquoi tu parles pas de nous. Pourquoi tu parles pas de nous? Je comprends pas. Donc team Radi Pimber. Qu'est-ce que j'ai vu? Burger King. Team Salade César évidemment. Oui. Team Pizza évidemment. Ma team Mafé évidemment. Tout à fait. Hein? Plein de gens qui ont balancé des choses. Team Burger évidemment. Sandwich triangle. Team Saucisse, Team Merguez. Bref, où vous team soyez. Poulet frites. Où que vous soyez, kiffez bien, c'est le lundi, c'est bon le appétit classique. à toutes et à tous. Top 10 all-time des rivalités. Ah, on va pouvoir se faire plaisir, évidemment, sur ce petit top 10. Alors, on a déjà fait un sur les rivalités d'équipe. Il est disponible sur la chaîne. Notamment, on a vu parler des grandes franchises qui ont pu se rencontrer à plusieurs reprises, se foutre sur la gueule, se détester, des fans qui se crachent dessus. Tout ce genre de joyeuseté. Mais on a aussi des rivalités entre joueurs. Ouais, il y en a quelques-unes. C'est-à-dire que parfois, quand on va l'expliquer avec les critères, il y a beaucoup de choses qui peuvent être prises en compte. Je trouve qu'avec le temps, c'est de plus en plus softy à ce niveau-là, vraiment. Là, je sais que je vais faire mon vieux con, mais là, je suis désolé. Là, tu fais ton vieux con. Oui, mais désolé, les gars. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les mecs, ils préfèrent être potes plutôt que d'être rivaux. Alors, et pas tous, pas forcément c'est là que j'adore Yanis et Embiid parce que tu sens que voilà quoi. Mais moi, je pense que c'est les LeBron, les KD, tout ça là. Je pense que c'est soft, hein, tout ça. Tout à fait. Je pense que c'est un cycle, et c'est notamment parce que les joueurs, possible, on le sait aussi, grandissent sur le circuit AAU aux États-Unis, donc n'ont pas forcément la possibilité d'eux. Mais je crois que c'est une question de cycle et que justement les Embiid, les Yanis et tout ça, Westbrook par exemple et d'autres vont commencer aussi à dire. Faut espérer. Ouais. Ça passe aussi peut-être par le fait de rester dans une seule franchise toute sa carrière. Bah ouais. Justement, on va en parler sur certains joueurs. Les rivalités entre joueurs, les critères qu'on prend, il y a de la... Il y a le nombre de fois où tu te rends compte. Il y a de l'affrontement. Il y a de l'affrontement, tout à fait. Il y a de l'affrontement physique. Il y a de l'affrontement physique parfois. Parce qu'il y a des mecs parfois qui se mettent des beignes. Il y a affrontement média aussi parfois, média interposé de temps en temps. Compétition même poste. Compétition même poste. Il y a être dans des grandes équipes chacun et s'affronter tout ça. Tout à fait. Il y a spécialiste. Le niveau des joueurs en eux-mêmes. Tout à fait. Ce que je veux dire, ma rivalité contre Donatien arrière en départemental, tu vois à l'époque. Oh, elle est 13e, Alex. Elle est là, mais elle pèse pas pareil, tu vois. Elle pèse pas pareil. Bien sûr. Mais donc forcément tout de suite quand t'as deux monstres, deux icônes qui sont rivales, forcément. Ça pèse plus lourd dans l'histoire. Regarde, par exemple, Angry Bird et Foxy Crockett. Bah forcément, ce genre de rivalité, ils sont 15e. C'est comme ça. Il faut essayer de rentrer. Donc on prend tout ça en compte, de la statistique, de la grosse performance, de la punchline. On a eu un petit peu tout, on a regardé. Évidemment, vous le voyez vous aussi, il y a des rivalités. On le voit dans la NBA actuelle. On en a vu beaucoup par le passé, comme le disait Alex. Et donc justement, on va se prendre les petites mentions honorables d'abord. Tiens, d'ailleurs, il faudrait que je sorte les tablettes. Il n'y a pas masse de mentions honorables. Bah, disons que si tu veux faire de la vraie rivalité, c'est difficile de les forcer. Si tu veux qu'elle soit belle, exactement. Genre, par exemple, en mention, un peu capillo, tracté. Un peu capillo, KD LeBron. Oui. Tu l'as mis dans ton top 10 ? Non, okay. C'est pas dans mon top 10, mais KD LeBron, oui, voilà, ils se sont affrontés plusieurs fois en finale, d'accord, ils sont au même poste, d'accord, il y a eu du number 1, number 2, d'accord, mais... Il y a une petite rivalité dans le sens où KD a dit à plusieurs reprises qu'il en avait ras-le-bol d'être le numéro 2. Oui. Donc, quand il dit ça, il vise clairement la first place de Monsieur LeBron. Tout à fait, et puis ça fait des années qu'on parle des deux meilleurs joueurs au monde en KD. On vient de vivre 2 finales NBA où KD l'a mise bien profond à LeBron, mine de rien, avec des gros shoots sur le museau et tout. Bien sûr. Mais on n'a pas eu non plus un énorme nombre de confrontations, on a eu une quand même où il y avait Thunder contre le Heat. C'est ce qu'on pensait qui pouvait être comme le début d'une grosse rivalité. C'est ça qui nous manque. C'est de la grosse confrontation en play-off. Comme t'as un côté Est, un côté Ouest, même en règle. Voilà. Donc du coup, moi, ça rentre clairement pas dans mon top 10. Ça rentre clairement pas pour les gens qui ont vu un petit peu les belles années d'Allen Iverson. Il y a eu du Allen Iverson contre du Kobe. Ça s'est fristouillé un petit peu. Ouais. Ça se chamaillait. Il y a du Allen Iverson contre du Ray Allen aussi. Ça s'est chamaillé forcément parce qu'on était de la même draft. Ouais, c'est vrai. Donc tous ces gars-là aussi autour de AI. Voilà, si vous les mettez dans certaines rivalités, d'accord, mais Iverson n'a pas eu un gros rival qui lui a fait chier pendant une bonne partie de sa carrière. Non. Quand même.
Moi, je pense forcément à du trash talking avec Kobe, où ils sont rentrés un peu dans la gueule, mais bon, Trav 96 et ce sont des arrières, mais bon, pas assez d'événements tous les deux pour que ça puisse ça marche pas. se gueuler dessus. Mais il y a eu des jolis trucs, hein, Kobe qui est MVP du All-Star Game à Philadelphie, une finale NBA, enfin bref, c'est sympathique. D'autres petites mentions honorables? Est-ce que Gary Payton, John Stockton, est-ce que c'est une rivalité? C'est pas forcément une rivalité lourde, mais c'est une rivalité de meneurs. En tout cas, sur le terrain, tout à fait. Les mecs ont fait les années 90, nez contre nez. Bien sûr. Gros respect entre les deux bonhommes. Tout à fait. Style très très différent, je veux dire, entre John Stockton, le grand bavard, et Gary Payton, le discret. Le très très grand muet, ouais. Tout à fait. Un jeu très propre, pas du tout vocal. Non, c'est sûr, on peut parler d'une rivalité parce qu'ils se sont beaucoup affrontés en série régulière, mais il n'y a pas eu non plus une masse de playoffs et de séries où les mecs sont entrés dedans. Moi, j'avais forcément mention tout ce qui est autour pareil de Jerry West, hein. Entre Walt Frazier et Oscar Robertson. Je pense surtout à Walt Frazier, parce qu'il y a eu un petit peu de rivalité quand même entre Walt Frazier et Jerry West. Ouais, c'est vrai. Il y a eu de la finale NBA, il y a eu de la grosse performance, il y a eu de la punchline aussi, parce que Jerry West était considéré comme le et Walt Frazier. Willis Reed et Will Chamberlain. Willis Reed et Will Chamberlain, par exemple. Une rivalité. Tout à fait. Après, t'avais pas les mêmes médias à l'époque. Tout à fait. Et puis c'est dommage que Karim arrive un petit peu tard, parce que Will Chamberlain et Karim, ça s'est bien fristouillé quand même aussi. David Robinson et Hakeem Olajuwon. Oui. Ça se mentionne. Mais c'était un peu one-sided. Est-ce que c'est vraiment une rivalité? Est-ce que c'est une rivalité? C'est pas plutôt une relation de maître-esclave, ça? Alex, tu te calmes. On a aussi Moses contre Karim, quand même. Ça s'est un petit peu fristouillé aussi. Ça a joué des coudes. On a évidemment dans un registre moins de Hall of Famer. Bon, il y en a un qui l'est. Je crois pas que l'autre le soit, mais évidemment qu'on va parler quand on parle de baston d'un Kevin McHale avec un McHale avec Kurt Rambis. Kurt Rambis, ouais. Voilà, parce que les mecs se sont rencontrés par la suite et ils se sont mis des beignes. Mais bon, c'est une rivalité parce que si aujourd'hui ils se croisent, je pense que tu les mets à deux extrémités de la salle. Je suis d'accord. Est-ce que t'as trouvé, moi j'en ai pas trouvé, est-ce que t'as trouvé une rivalité pour Charles Barkley? J'ai failli le mettre avec un postier. Ouais. Et finalement, je l'ai pas mis. Parce que la seule base sur laquelle j'avais me basé sur le postier, c'est que pendant la Dream Team, ça se chamaillait à fond. Ça se mettait un peu dessus, ça se mettait sur la gueule, et puis il fallait le titre. Quand même, je veux dire, sur la même décennie, quand tu as deux ailiers forts aussi dominants qui sont MVP, tu es dans une discussion de rival. C'est vrai. Mais le problème, je suis d'accord avec toi, c'est que bon, Charles a tellement été à Philadelphie, il y a eu peu de duels avec. Mais bon, les deux viennent, ce sont des gars du sud, comme ils disent, hein, Alabama et Louisiane. C'est vrai. Mama's Boys, comme il dit. Et ça pourrait être une rivalité qui est entrée dans les 10, mais. Il aurait fallu qu'ils se croisent plus. Elle fait pas le cut, non. Elle fait pas le cut, je pense. Il y a Vince Carter contre son cousin. Bon. Ouais. Moi, il y a John Stark, Michael Jordan, ça n'a pas fait le cut non plus. Ça n'a pas fait le cut. Et quelque part, Jordan contre Reggie Miller, John Starks, ça n'a pas fait le cut en tout cas pour moi. Ça, on verra. Ah mince, pardon. T'inquiète. Reggie Miller, Jordan. Reggie Miller Jordan, ça n'a pas fait le cut, non plus, mais pourtant ça s'est mis sur la gueule. Hein. Enfin, je veux dire, il y a de la baston entre Reggie Miller et Michael Jordan. Hein. Et puis on parle quand même de joueurs au même poste, enfin en tout cas sur les ailes extérieures des 90s. Et il y a de la confrontation de playoff. Il y a du push-off, il y a du shoot de la gaine sur la gueule. Tim Duncan. Ah, moi j'en ai eu. Ah, ok, bon bah alors j'ai rien dit. Oui. Moi je l'ai pas dans mes 10. Très bien. Je spoil direct. Très bien. Ok, bon, Tony Parker. Tony Parker, il y a rivalité, non, il y en a qui l'ont mis avec Nash pendant une certaine période. C'est bizarre, après, c'est France-Espagne. Ouais, c'est France-Espagne. C'est France-Espagne. Beaucoup qui l'ont affilié d'abord à Jason Kidd en début de carrière et puis après qui l'ont mis avec Steve Nash parce qu'il y a eu beaucoup de Spurs Suns quand même. C'est pas mal fristouillé. C'est vrai. Mais les gens vont plutôt dire Steve Nash, Robert Horry. Relation de maître à esclave. Steve Nash, Robert Horry, c'est une rivalité ça. Relation de main à fesse. Oui, voilà, mais c'est pas une rivalité. Il y a eu un esclandre, tu vois, mais c'est pas une rivalité. Non, je suis d'accord. Non, je sais pas. Non, je suis d'accord. On est à peu près bon. Évidemment, là, on va faire les 10. Et s'il y a des rivalités qu'on oublie peut-être de mentionner, vous n'hésitez pas à participer. T'es chaud ? Allez. Numéro 10 du top 10. Petite wildcard. Meilleure rivalité entre joueurs. Shaq, Kobe. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir un classement très différent. C'est ma wildcard. Parce que... Ça va être très drôle. Ouais. Oui. C'est ma wildcard parce que j'estime que je la mets en rivalité, mais je la mets juste en wildcard en 10. Oui. Parce qu'en fait,
les pires situations qu'ils ont vécues, ils les ont vécues dans la même équipe. Oui. Donc pas en mode rivaux au sens propre du terme, genre on doit être concurrents l'un de l'autre pour gagner, puisque justement eux c'était plutôt des rivaux qui devaient faire ensemble pour gagner. Mais je trouve qu'il y a quand même une belle rivalité à l'intérieur des Lakers entre ces deux gars. Ça s'est mis des sacrés pots de banane dans tous les sens. Shaq qui nous explique qu'il est parti à cause de Kobe, tout ça, machin. Ah, moi c'est très haut. Qui nous raconte les trucs de 2004 et tout. Moi je l'ai pas mis plus haut. Ok. Pour la bonne et simple raison que j'ai quand même besoin, pour une rivalité, j'ai quand même besoin d'avoir deux équipes, quoi. Des joueurs qui représentent une équipe, tu vois. Ok, je vois. Si Shaq et Kobe, si la rivalité, elle avait continué après les Lakers, je veux dire, je dis pas qu'elle a pas continué, mais je veux dire par là, genre dans d'autres confrontations, tu vois, genre là, ouais. Mais bon, là, du coup, je l'ai mis qu'en wildcard. Très bien. Reggie Starks, ouais, Reggie Starks. Je l'ai mis en mention. Hein, ouais. Je l'ai mis en mention parce que. En 10, pardon. Oui, pardon, je l'ai mis en mention, je l'ai mis en wildcard, tout à fait. Reggie Miller contre John Starks, hein, donc Alex Kamisha contre Kobe. Parce que déjà il y a des confrontations de playoffs qui sont fabuleuses. Le petit coup de tête. Qu'il y a du coup de tête, il y a du coup de tête avec Reggie Miller, t'as l'impression avec Pat Ewing qui va tout de suite voir Starks. Qu'est-ce que tu fais ? Bien sûr. Et puis il y a des confrontations de playoffs. Enfin, là, on en parle avec le coup de tête, mais il y a des lancers de John Starks qui sont précieux et où Reggie Miller va venir dans l'oreillette et faire. Ouais. Et puis ce qui est bien dans cette rivalité, c'est pour ça que moi, elle a vraiment gratté parce que c'est Pacers Knicks. C'est Pacers Knicks, c'est ça qui fait que je suis obligé de mettre dans mes 10. Il y a l'ombre de Spike Lee partout, quoi. Donc je l'identifie à John Starks parce qu'en soi, ce qui me manque, c'est que John Starks n'a pas été incroyable face à Reggie Miller, parce que souvent dans les grosses rivalités, il faut aussi qu'on ait du ping-pong, quoi. Il faut que ça se répande en termes de performance. Donc il y a eu quelques belles performances de John Starks, mais j'étais obligé de le mettre parce qu'en fait, j'arrive pas à voir quand même dans les rivalités all-time Reggie Miller plus. Ouais, Reggie Miller plus ça aurait pu être avec Jordan, mais j'ai plutôt mis John Starks. Il y a un côté vraiment biblique, comme il le disait lui-même, dans l'excellent documentaire Reggie Miller and the Knicks. Reggie Miller and the Knicks, Winning Time. Moi, je sais plus, il y a un mot avant, mais c'est ça. Reggie Miller et les Knicks, tout à fait. Nous allons passer en place numéro 9. KD Westbrook, Larry Johnson contre Alonzo Mourning. Oh, Alex, toi tu veux te taper, toi. Ah bah là, puis comptez pas sur moi pour les séparer les deux là. Oh putain, je me prends trop les deux. Le deux. dernier qu'il a fait, il s'est cassé un bras. Pouah, sérieux là, ça tapait fort. Deux joueurs qui ont évolué ensemble sous le maillot des Hornets. Larry Johnson et The Morning, ouais. 4 ans. Ouais, Larry Johnson et The Morning, 3-4 ans, hein, je dirais. 4 ans, je dirais. Ah ouais, même bien. Ouais. Parce que Alonso arrive en 93. Alonso, non, 92. Il est deuxième derrière Shaq. Et en 91, Larry Johnson est numéro 1 de draft. L'année d'avant. Ils ont fait 4 ans ensemble. 4 ans ensemble, pendant lesquels ils sont incontestablement les deux meilleurs joueurs des Hornets, hein, ça c'est incontestable. Pendant lesquels aussi les Hornets jouent peut-être le plus beau basketball de leur histoire. Hein, nous sommes d'accord. Ça va en demi-de-conf. Une équipe très sérieuse, un duo en même temps atypique, en même temps surathlétique. Enfin, ce duo 4-5 là, il est incroyable. Oui, le duo ultra révolutionnaire. Le duo Larry Johnson et Alonzo Mourning, franchement, avec leur maillot trop beau, la rayée tout turquoise des Hornets, ça c'est des putains de souvenirs. Et après, bon, ça s'entend pas, les deux stars s'entendent pas. Et plus le management, plutôt que d'en virer un des deux, décide coup sur coup de virer les deux. Ouais. Larry Johnson au Knicks. Et The Morning au Heat, hein, deux équipes qui s'aiment beaucoup, hein, deux équipes qui s'adorent, voilà. Pat Riley qui lui vient de faire la navette et tout. Ça se croise en 97 en play-off, voilà. Et là, il y a, je sais plus quel est, je sais même plus quel est l'incident exact de départ. Ce que je sais, Charles Oakley qui dit encore des... Je sais pas, mais ce que je sais, c'est que Larry Johnson décoche une énorme mandale à The Morning qui touche pas fort le menton, mais un peu quand même. Et là, ça part en combat de boxe direct. Ça, c'est brawl de heavyweight. C'est pas des poids coqs, hein. C'est pas des poids plumes, là. C'est des heavy, là. C'est des lourds. C'est des poids lourds. Du coup, il y a, pour la petite anecdote, un Pat Ewing et je crois... PJ Brown.
je sais plus quels joueurs, mais en tout cas se sont levés du banc pour essayer de séparer les gars et ont été suspendus après. Ça va quand même peut-être... en tout cas, moi je trouve que ça coûte la qualif à New York cette affaire, en 97, parce qu'après Tim Hardaway et tout, tu vois, ça leur coûte la qualif. Donc ouais, non, et puis ça reste, je veux dire, ces deux-là, franchement... Tu les invites pas à ton anniversaire tous les deux parce que sinon ça va mal finir, c'est sûr. Non, c'est sûr. Tu disais tout à l'heure de Mackell et Rambis là dans les mentions, c'est un peu pareil. Tu les mets chacun à un bout de la salle. Ouais, je suis d'accord. On est d'accord ? C'est clair. Donc rivalité. Eh bien écoute, je t'ai mis en place numéro 9, monsieur KD avec Westbrook. Peut-être qu'ils sont dans tes 10, peut-être qu'ils ne le sont pas. On va voir, peut-être qu'ils ne sont pas du tout. Dans tous les cas, messieurs, Kevin Durant et Russell Westbrook, oui, je suis obligé de les mettre parce que à l'heure actuelle, c'est une des plus grosses qu'on a. Pour tout le contexte qu'on connaît, le scénario est incroyable. Je pense qu'on le réalise pas encore, on le réalisera quand vraiment les deux auront pris leur retraite. Le fait qu'ils aient commencé ensemble, qu'ils étaient tous les deux MVP, bon, une fois quand KD était déjà avec Westbrook et ensuite Westbrook en solo, mais KD qui s'en va alors qu'il vient de mener 3-1. Tu l'as en 8, d'accord. Je vais la mettre comme ça sera fait. Ça mène 3-1 face aux Warriors en 2016, et puis ça perd, et tu rejoins l'équipe contre laquelle tu viens de perdre. Et puis tout un tas en fait de détails qui font qu'aujourd'hui, vous êtes obligé quasiment de les mettre dans le top 10 parce que ça se retrouve front contre front. Première fois que KD revient, I'm coming, il n'y a pas de fight, mais non, tu sais que si ça se croise vraiment, c'est bitchass quoi. MVP, c'est pas une petite rivalité de chenapan. Et puis c'est après, une rivalité de gros joueurs. Oui, et puis il y a du petit détail parce que quand j'ai pensé tout de suite à eux deux, je me suis dit, quand même, si la plus grosse prolongation contractuelle de l'histoire, elle est signée le jour de l'anniversaire de Kevin Durant. Quand même. Que Westbrook nous fasse ça. Tu sais, c'est ces petits signes, c'est ces signes de vraiment de genre. Tiens, je vais peut-être lui pourrir sa journée. Imagine s'ils se croisent en play-off là. Ah mais s'ils se croisent en play-off là. Ça va être trop bien. On est trop contents. Genre au-delà, tu imagines un Thunder Warriors en play-off, au-delà de la rivalité entre les deux équipes d'un point de vue global, parce que quand même en 2016 c'est tout le Thunder qui te choque un 3-round lead, mine de rien. C'est en 2016, oui 2016. Au-delà de ça, du combat que peut être ce match, Paul George machin et tout, il y a à l'intérieur de ça, on va forcément être là en mode t'as vu Westbrook comment il a regardé KD après son dunk, t'as vu KD là la petite déclat là, le petit tacle entre les lignes et tout, tu vois, on va forcément être comme ça. Bien sûr. Donc puis, c'est une vraie rivalité de notre temps. C'est clair, ça peut monter au classement. Petit à petit. Je vais mettre mon 8 pour égaliser. C'est clair que le jour où il y a une finale de conf Thunder Warriors et puis que Westbrook il écrabouille la finale et puis KD derrière il dit que c'est relou nanana et tout, c'est clair que ça a monté en gamme. Il y a suffisamment de fautes en tout cas, il y a du front contre front, il y a les deux qui doivent s'esquiver un petit peu lors du premier All-Star Weekend qui avait suivi le départ de KD. Il y a suffisamment même des 10, des petits des posts Instagram avec des cupcakes, des petites choses. Après, comme tu l'as dit en préambule, on est sur de la rivalité de 2019, donc du coup, on est quand même qu'il y a Westbrook quoi. Oui, voilà. Dans l'affaire. Et on est clairement sur un truc léger quoi. On est là genre mais c'est très très light. Non, c'est assez light, c'est pour ça que moi je l'ai mis qu'en 8. En 8, je te mets tout de suite le mien, j'ai mis Patrick Ewing contre monsieur Hakeem Olajuwon. Je l'ai mis en 8 parce que forcément tu pourras nous en parler en détail parce que je pense que tu l'as mis peut-être au podium. Non, on va voir où tu les as mis, mais je ne les mets que en 8. Alex en parlera un peu plus en détail. Je n'ai pas assez de confrontation sur le plus haut niveau, hormis une finale NBA et une finale NCAA. J'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus. C'est déjà pas mal. J'aimerais bien en avoir un peu plus. Ok, d'accord. Bien sûr. Puis ça s'est fighté à un niveau. D'accord. C'est de la merde. Place Patrick Ewing et Olajuwon. Non, je l'ai mis en 8. Oh, tu nous as mis Shaq et Kobe en 10, toi. Tiens, par ta gueule à récré. Alors. Allez, on passe en 7 du coup. Ouais. En place 7. Numéro 7. En 7. Ah oui, c'est comme ça. Je pense que je vais t'étonner, mais je le mets quand même. On n'est pas sur du fight, mais on est sur de la belle rivalité. D'accord. Pierce contre LeBron, tu nous as mis la rivalité de nice guys, un peu quoi, toi t'as mis toi. Et moi j'ai mis Tim Duncan contre Dirk Nowitzki, parce qu'on n'est clairement pas sur du fight, je la fais en rapide. On n'est pas du tout sur du fight. C'est pas mal comme entre Tim Duncan et Dirk Nowitzki. Par contre, en fait il y avait le choix. Duncan clairement apprécie un garçon comme Dirk, mais déteste Garnett. Le Shaq est beaucoup référencé en rivalité avec Duncan, notamment parce que c'est lui ses propos où le Shaq dit que mon seul vrai rival c'était Duncan pendant mon ère. Bon après le Shaq il sort un paquet de conneries aussi. Ah bon ? Oui.
Pas remarqué. J'ai pris Duncan contre Nowitzki parce que, bon, déjà, la rivalité Texas entre Mavs et Spurs, ça s'est vraiment fristouillé. Il y a eu de la bonne. Les Texas Shootout, on a des séries de playoffs all-time entre les deux joueurs aussi. On en a une ou deux, quoi. On a une ou deux aussi, mais on a vraiment des séries qui sont violentes. Il n'y a pas si haut niveau que ça. Au final de conf, faut mieux, quoi. Oui, tout à fait. En même temps, on peut pas aller en finale NBA. On est tous les deux dans la même par rapport à division. Numéro 8 d'avant. Bref, vas-y, continue. Mais en tout cas, ça s'est joué plein de fois, notamment en playoff. Ça s'est joué, je crois, 6 fois à peu près sur leur carrière. Quand même, 6 séries de playoff, c'est pas mal du tout. Et puis les joueurs au même poste, la domination. On parle de 2 des plus grands joueurs de leur histoire qui se défendaient aussi. On a du shoot clutch, on a des moments épiques. On a parlé avec les Duncan qui pète un plomb sur la faute de Ginobili, sur le N1 de Nowitzki. Il y a du gros shoot aussi de Duncan. Il y a Duncan qui se fait expulser à Dallas parce qu'il rit devant Joe Crawford. Bref, c'est pas des joueurs qui se détestent. Ce sont clairement pas des joueurs qui vont se taper. Hein. Comme tu l'as dit, on est sur du nicest guy of all time. Mais par contre, sur les terrains, on était sur du killer qui voulait repartir avec la victoire et se défoncer jusqu'au bout. Tu nous as mis Pierce LeBron. Ouais, Pierce LeBron. Bah écoute, je l'ai mis en 6, je le mets. Belle petite rivalité. Ah là, on peut en parler en long et en large, vas-y. Donc là, pour le coup, même poste. Pour le coup, LeBron, quand il est arrivé en NBA, Pierce était déjà là depuis quelques années, mais ça galérait quand même pas mal avec les... Hein? Ça galérait quand même pas mal avec les Celtics, et puis après en 2007, Danny Ainge exécute tous les vœux les plus chers de Paul Pierce et lui donne une équipe vraiment compétitive à mettre autour de lui, même plus que ça, il lui met 2 Hall of Famer. Et à partir de là, LeBron est en train de montrer en puissance avec Cleveland, et ça va devenir pendant plusieurs années en fait, parce que même encore à Miami après, ça va devenir une rivalité vraiment. Mais je la mets qu'en 7, 5-6 ans. Là, oui, premièrement, et deuxièmement, il y a aussi LeBron contre Paul Pierce, parce qu'il y a ce shoot de Paul Pierce, j'ai shooté sur la bouche et tout, qui est incroyable et tout. Mais après, je pense que si tu regardes ça du côté de LeBron, c'est plus LeBron contre Boston, quoi. C'est Boston qui l'a longtemps empêché. Mais je sais pas. Tu vois ce 45-15-5 là avec Miami et tout, quelque part il bat Boston, tu vois. Alors oui. Genre mais attends, bien sûr il y a Paul Pierce dedans, hein, attention, je le mets bien. Mais si je le mets pas plus haut, c'est parce que je trouve quelque part que il n'y a pas photo entre les deux joueurs, quoi. Paul Pierce, sans l'armada qu'il avait autour de lui, n'aurait peut-être pas pu rivaliser autant avec LeBron. C'est ça ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, bien sûr. C'est pas faire offense à Paul Pierce, hein, c'est pour dire, genre, LeBron, lui est pour moi supérieur en tant que joueur intrinsèquement parlant, et la rivalité est du fait que il y avait toute une culture à Boston que Paul Pierce représentait et sur laquelle il a su surfer pour empêcher LeBron d'arriver plus vite au succès. Bien sûr, voilà. Tout à fait. Mais moi après là où je poursuis ton propos et justement sur cette rivalité Pierce LeBron, c'est que comme tu as dit, on est sur des joueurs du même poste. Donc je veux dire quand... Ah non, mais elle est trop cool la rivalité. Quand même, ils se défendent, ils s'attaquent dessus et tout. Tout à fait. Et, quand on regarde LeBron et qu'on va regarder la fin de carrière, on va se dire qui était son plus grand rival en carrière et qui est celui qui l'a le plus fait chier. La plupart s'accordent pour dire que c'est Paul Pierce. Oui. Alors on peut dire que c'est les Celtics, mais en même temps, il y a des moments qui sont très affiliés à... même quand Pierce va à Brooklyn et qu'ils ont des noms derrière les maillots, au lieu de, ils font une soirée où ils mettent leur surnom, etc. LeBron, ça le chauffe de mettre la sauce à Paul Pierce. Plus qu'à Boston entier. Le soir même, où si je dis pas de bêtises, et on l'avait fait en direct avec pas mal de gens, je crois, à l'antenne, où Paul Pierce a son maillot retiré, LeBron, il est déter à lui pourrir sa soirée. Et c'est un blowout des Cavs. Il s'aime pas trop. Il y a une vraie rivalité, je suis d'accord. Mais tu vois, par exemple, j'aurais préféré, après, ce n'est pas arrivé, malheureusement, mais j'aurais préféré qu'en 2009 ou en 2010, ou les deux, que les Cavs aillent en finale et qu'on ait un LeBron contre Kobe en finale NBA, tu vois. Ça, pour moi, ça aurait été une putain de rivalité, tu vois. Mais ouais, là, avec Paul Pierce, j'ai un peu plus de mal. La rivalité, elle est mentale, elle est dans le trash talking et tout. Il y a de la perf, hein. Il y a de la perf. Non, mais il y a de la perf parce que Paul Pierce reste un joueur exceptionnel. Bien sûr. Puis tu parlais du 45-15-5 et il y a c'est en 2007. Mais voilà, c'est 7ème, c'est dans le top 10 des rivalités all-time. Paul Pierce contre LeBron. Toi, tu l'as mis en 6. Je l'ai mis en 6. Ouais, et je ponctue là-dessus pendant que tu mets ton 6. Évidemment, dans les plus gros matchs duels de l'histoire des playoffs, on a aussi 2008 avec ce Game 7 à Boston entre Pierce qui en met la quarantaine et LeBron aussi, je crois. C'était un des débuts justement de cette rivalité où on a un duel entre deux joueurs qui est juste all-time. 2008 là, c'est LeBron qui est en feu,
qui veut retourner en finale NBA, et Pierce va faire non stop, c'est notre saison. En 6, moi j'ai Ewing contre Hakim. Pour compléter un tout petit peu quand même ce que tu as dit, parce que tu l'as balayé un petit peu vite quand même. Oui, mais non, tu l'as balayé un petit peu vite. J'ai dit que je te file. Oui, non, mais ok. Mais oui. Mais disons que c'est vrai. Tu l'as mis 6ème, hein, ça va, c'est 2 places en dessous. Ouais, c'est 2 places plus haut. Mais j'ai hésité pendant un moment à les rentrer dans mon top 5. Puis après, j'ai une petite rivalité derrière les fagots qui est apparue dans mes recherches. Je me suis dit non, quand même. Quand même. Non, le truc, c'est que. En 84, si je dis pas de bêtises, la finale NCAA, donc c'est les Georgetown Hoyas de Pat Ewing contre les Houston Cougars de Hakeem Olajuwon, c'est Pat Ewing qui sort gagnant de ce truc. C'est peut-être l'un des rares trophées en club de Pat Ewing d'ailleurs, c'est même le seul. Et 10 ans plus tard, ces deux gros monstres, quand même, quoi. Même si Hakeem a dominé les finales de 94, même si Hakeem avait pas mal de choses dans son panel que Pat Ewing ne sait pas faire et n'a jamais fait. Hakeem a été MVP, Hakeem a été double champion et tout. Pour moi, il n'y a pas photo. Hakeem est quand même supérieur à Pat Ewing. Je trouve quand même que la rivalité, elle est magnifique entre deux immenses pivots, deux écoles différentes. Tu vois, le côté Est, ville, dur et tout, et le côté Hakeem, The Dream, la technique. C'était un dur au mal aussi, Hakeem, attention. Hein. Mais je trouve que la rivalité, elle est vraiment belle et... Ça manque de piment quand même. Ça manque un peu de piment. Et de confrontation. Mais enfin, on a quand même une finale en 7, quoi. Voilà. C'est quand même, tu vois, entre deux des meilleurs pivots de l'histoire. Ah, bien sûr, il y a une finale. Voilà, donc c'est 6ème chez moi. Ok, très bien. Et ben, si vous avez mis Ewing contre Olajuwon sur le podium ou en fin de top 10, vous pouvez nous le dire. On va passer en 5. Nom de Dieu. Alors là, attention. Bon là ça se déteste. Là pour moi dans les 5 ça se déteste. Ah bah moi aussi ça peut plus se blairer là. Ok d'accord. On regarde Paris contre Lambeer. Ouais Malone Rodman, ouais, ça peut pas se piffrer ça. Alors Paris contre Lambeer, on est sur les Pistons Celtics des années 80. Deux pivots, très doux. Hein, donc ça joue... Ils aiment beaucoup les caresses. Tout à fait. Ça aime beaucoup les caresses. Non, on parle de deux mecs... Des bouchers. C'est des bourrins. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu du sang sur le parquet avec ces mecs. Il y a vraiment eu de... Il y a de la mandale, mais genre... Pour ceux qui ont vu la TBNL sur Lambeer, il y a un moment, dans les images qu'on a mises avec Léonce, il y a un moment où Parrish, il fout Lambeer par terre d'un vrai coup de coude, là, où Lambeer, tout 2m11, 120 kg qu'il fait, il met un peu de temps à... Bon, après, il se relève, il met la tête haute et tout, mais tu sens bien que, genre, il s'est pris une descente du coude dans la gueule, quoi. Ouais. Moitié sur le côté de la tête, là, tu vois, le truc qui fait vraiment mal. Donc, c'est aussi parce que... Je sais pas si ces deux-là symbolisent la rivalité de l'époque, quand même, faut pas exagérer. Larry Bird en a pris plein la bouche. Il y a Isaiah Thomas, c'est des joueurs dont on va sûrement parler un peu plus tard dans ce classement, il est possible. Mais par contre, le côté de gros pivots, dur au mal, en mode role-player, qui se retrouvent à chaque shoot, ils sont au coude à coude sous le cercle, en fait. C'est ça le truc. Il y a des photos mythiques c'est ça. De Paris chez à chaque shoot, les deux sont coude à coude, enfin coude à coude, coude à côte. Coude à menton. Ouais, coude à menton, coude à côte. Hein, genoux entre jambes et tout ça, sous le cercle, en train de se battre pour un ballon, quoi. Et ouais, le contraste aussi. Le contraste est énorme, je veux dire. Non, c'est une... Pour moi, dans la rivalité Celtics-Pistons Bad Boys des années 80, tu peux pas omettre le Parrish Lambeer. Je comprends. Il est forcément au milieu. Après c'est marrant parce qu'il dans les bastons, il y en a toujours au moins un des deux, voire les deux. Forcément. Après c'est marrant parce qu'il y avait beaucoup de gens qui mentionnaient aussi, quand j'ai pu voir un peu à droite à gauche, forcément en faisant les recherches sur Top 10, forcément il y a du Larry Bird soit versus Isaiah Thomas, soit versus Dennis Rodman, parce qu'il y a aussi là-dessus il y a de la fristouille. Même c'est moins des rivalités. C'est plus des mecs qui se sont un peu tapés dessus, quoi. Là, Lambeer et Parrish, pendant je sais pas combien de saisons de suite, ils se sont joués 3-4 fois en régulière et à chaque fois, c'est le même bazar. À chaque fois, c'est genre, ok. Tu vois, faut qu'on les sépare. Je m'imagine dans le vestiaire des Celtics, quand il y a les Pistons en ville, je pense que Robert Parrish, il est concentré, il est en mode, ok, c'est bon, j'ai mes trucs, je suis prêt. Ouais, ça va, j'ai mon couteau, j'ai ma boule de pétanque dans la poche du short. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre. Bien sûr. J'imagine vraiment, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Bah, allez vous faire plaisir, hein, notamment sur YouTube. Vous pouvez aller regarder. Il y a pas mal de séquences où il y a de la fristouille entre Robert Parrish et Bill Lambeer. Je t'ai mis Denis. Je note parce que je l'ai mis en 4. Tu l'as mis en 4 ?
Le Mailman contre le Worm. Obligé. Dennis Rodman contre Karl Malone. Alors là, on coche énormément de cases. Oui. Déjà, ça peut pas se piffrer. Ça joue dans le même secteur. On est vraiment sur l'intérieur. Je parlais de mecs coude à coude au rebond, là pareil. Bien sûr. Là, ça se joue. Les deux joueurs sont très physiques. Donc très musclé, très athlétique. Donc ça, tout à fait. Donc ça va très très vite, très loin, très rapidement. Il y a pas 5 barrières avant de péter un plomb. Tout le monde a vu les images sur ce fameux bataille au rebond. Il veut se relever. Rodman fait tomber Malone. Malone fait tomber Rodman. Rodman refait tomber Malone. Tout à fait. Il y a de la finale NBA. Il y en a 2. Il y a de la confrontation, tout à fait. Il y a aussi la série de playoffs où les mecs se rencontrent et où justement ça se bataille. Et puis ce qui fait qu'ils sont top 5 all-time. C'est qu'ils se retrouvent sur un ring de catch. Merci. Ça va jusqu'au ring de catch. C'est que Karl Malone et Dennis Rodman font la WWE. Quelle rivalité du basket ou de n'importe quel autre sport a fini sur un ring de catch, quoi. SmackDown. C'est quand même énorme. C'est énorme, franchement, quand les mecs étaient chauds, ils se sont retrouvés sur le ring et ils se sont mis sur la gueule. C'est pareil, ça. Tu comptes pas sur moi pour les séparer les deux. Ah non, les deux non. Et en plus, moi je passe mon chemin là. Tout à fait. Et là où je peux boucler la boucle sur les anecdotes autour de ça, c'est que quand Malone commence à sortir des casquettes du FBI et des pubs avec la NRL là, où il y a des guns, crois-moi bien que Dennis Rodman, il marche le micro, c'est un redneck. C'est un redneck. C'est un enculé. C'est un redneck. Direct. Ah non, mais ils peuvent pas. Il disait non mais de toute façon. Mais ils sont tellement loin l'un de l'autre aussi en termes de. Tu vois, Rodman, c'est un fou, c'est un picoleur, c'est tout ça. Malone, c'est quand même pas le même délire. Malone, c'est un gars le matin, il se lève, il boit son petit café au lait. Avec son petit sandwich, pouf, et il va à la salle. Hein. Mais c'est génial. Non, mais c'est vrai. Tout à fait. Si vous pouvez aller voir, il y a un documentaire. Donc, avec son fusil dans le coffre. Tout à fait. Et une tête de daim au-dessus de la cheminée. Il y a un documentaire Sport Century justement sur Karl Malone et sur toute sa vie. Et la seule séquence de tout le documentaire qui dure 10 secondes, c'est quand il perd la balle là, tu sais, sur l'interception de Michael Jordan, truc. Il y a Dennis Rodman qui est en face caméra et qui fait. Malone s'est chié dessus. C'est la seule intervention de Rodman dans le docu, quoi. C'est genre, il a loupé ses lancers à Chicago. Et voilà, il a encore chié. Et ça, c'est Karl Malone. Les mecs se détestent, ils sont obligés d'être top 5. Franchement, c'est génial. Et deux incroyables joueurs. Deux vraiment incroyables joueurs. Oh là là. La folie furieuse. Allez, numéro 4. Non, oui, toi t'es en 4, oui, c'est vrai, je te laisse faire. Pardon. Vas-y, mets ton 4, mets ton 4. Là, c'est celui sur lequel on n'est pas d'accord, puisque tu les as mis en 10. Là, j'ai mis chaque équipe. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Moi, je l'ai mis là. Parce qu'en fait... Pardon. En fait, il y a beaucoup de choses... Je suis d'accord sur le point que tu mentionnes, sur le fait que ça a manqué de confrontation en dehors. Mais en fait, déjà, quand t'es coéquipier, ils l'ont dit tous les deux, ça se tape. Ils en sont venus aux mains. Ouais. Donc déjà, t'en es venu aux mains. Ça, c'est très bien. On est sur du Hall of Famer. Donc, deux joueurs d'un aussi haut niveau coéquipier qui se tabassent, il n'y a personne. Il n'y a personne qui a un aussi haut niveau coéquipier qui se met sur la gueule. Ensuite, dès que tu te barres à Miami, le réflexe tout de suite de la NBA, c'est Christmas Game, hit Lakers. Christmas Game, hit Lakers. Hit Lakers, il faut les mettre. Il faut Bynum, il faut Kobe, il faut Shaq, il faut que ça se mette sur la gueule. Il y a un titre remporté par le Shaq avec Miami. Il va en boîte, il prend le micro. Kobe, mon cul, il a quel goût? Tout de suite, direct. Kobe, il répond quand il gagne 2 bagues derrière. Ils en viennent à faire une interview. Il faut qu'on les mette tous les deux sur une chaise. Il y a quoi? Il y a 3 ans, c'est ça? Il y a 2-3 ans où ils devaient essayer de s'expliquer sur leur rivalité et essayer de comprendre ce que ça faisait. Alors, je sais, pour certains, ça les blase, mais même le MVP du All-Star Game à Phoenix... Toute la NBA veut faire en sorte que les mecs puissent essayer de se réconcilier, tout. Et les mecs sont là à porter le trophée, genre vas-y prends-le, mais ta gueule, prends-le, tu casses les couilles. Les deux se détestent. Et je pense vraiment que même quand on le voit là, ils se sont réconciliés entre guillemets. Il y a eu la Mamba, soirée Mamba, quand justement il a pris sa retraite Kobe. Tu le vois à Shaq qui est là, genre il est pas content quoi pour Kobe. Il est là genre ouais super. Vas-y, accroche 2 numéros quoi. Et quand le Shaq a une statue, tu sais, la grosse statue comme ça là, où il y a Kobe et tout qui fait son speech qui est là, tu sais, les bons speeches de Kobe, tu sais, qu'il a préparé pendant 1 an et demi. Le Shaq il est là genre. Vas-y, on se fait chier. Vas-y, on putain, coupe là, arrête de prendre toute l'attention. Je pense que les deux intrinsèquement se détestent. C'est possible. Et qu'ils essaient de faire en sorte que sur la sphère publique, ils puissent s'entendre un petit peu. Mais Shaq et Kobe, à partir du moment où il y a de la baston, et où ça sort même des bouquins et tout, s'il te plaît, des gens qui écrivent des livres sur des rivalités. C'est dingue. Et puis triplé. Hein. Bon, les mecs ont gagné 3 titres en se détestant. On est au podium du coup, c'est ça? Ouais. Il y a moyen qu'on ait le même podium, non? Je sais pas. Ah non. Moi j'ai ça en 3. Ah non. T'as
mis quoi, toi, en 3, toi? Faire une bêtise. On a peut-être le même podium, donc pas dans le même ordre. Voilà, j'ai Jordan Isaiah en 3, et toi tu nous as mis Wilt et Bill Russell en 3. Bon, là de toute façon on est quasiment sur le même podium. Oui, on est sur le même podium. Disons que j'espère qu'on a le même numéro 1. Numéro 1 peut-être. Oui, Wilt et Bill Russell, c'est, avec une quasi-certitude, je peux le dire, c'est la première vraie rivalité de l'histoire NBA. C'est-à-dire, rivalité. Le pivot des Celtics, 11 fois bagué, mais 2m06, bel athlète et tout, mais pas un dominant comme Wilt, 2m16, qui a joué Sixers, donc a beaucoup joué Celtics à cette époque, ensuite un peu de Warriors et ensuite Lakers. Ou d'ailleurs non, c'est Warriors, Sixers, Lakers, le parcours de Wilt. Ils se sont affrontés combien de fois en finale ces deux-là? Genre un paquet de fois. Et juste en playoff tout court. Et en playoff tout court, laisse tomber. Et alors le nombre de fois où Wilt a gagné, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est ça aussi le truc. Ouais, bien sûr. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que donc c'est tout ça qui fait le sel de cette rivalité, c'est que tu as vraiment le Wilt Chamberlain, quoi, la carrière en 30 points, 23 rebonds de moyenne ou un truc comme ça. Les stats de Bill Russell sont beaucoup plus raisonnables, même si les rebonds ça reste très sérieux. On est sur mais en points et tout, c'est voilà. Par contre l'autre il l'a tout le temps niqué, quoi. Il a tout le temps la bague, quoi. Alors après c'est aussi les Celtics qui étaient ultra dominants, c'est pour ça que c'est en entrée de podium chez moi, parce que c'est aussi les Celtics qui ont barré la route à Wilt Chamberlain, c'est pas Bill Russell forcément toujours tout seul. Oui, non, bien sûr. Mais c'est quand même la première vraie grande rivalité de l'histoire NBA à mon sens, entre deux. Alors là, c'est vraiment de l'icône, quoi, entre deux icônes immenses du basket. Donc podium des rivalités, clairement. Je les ai mis deuxième. Pour une raison simple, c'est que notamment... Tu les as mis deuxième ? Oui. Parce que moi j'ai mis Isaiah et Jordan. Alors, le simple truc qui fait que en fait j'ai pas pu mettre Jordan et Isaiah, c'est qu'il y a on va dérouler, il y a énormément d'éléments qui font qu'on peut les mettre en 2 et même en 1 parce que la rivalité est hyper sale entre les deux. Mais moi j'ai hésité. Quand je pense à Bill Russell, je pense à Wilt. Quand je pense à Wilt, je pense à Bill Russell. Quand je pense à Jordan, je pense pas à Isaiah. C'est aussi parce qu'il y a moins de médiatisation de l'époque aussi. Tout à fait. Ça se trouve, si on avait vécu l'époque en direct, on dirait ouais, mais attends, Sam Jones, c'est lui qui tue les Lakers. Mais on est là, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Mais j'arrive pas à dissocier les mecs et en fait. On dirait attends, Elgin Baylor, c'était Carmelo Anthony à l'époque, c'est le chat noir de Lakers. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. Non mais tu vois. C'est sûr. Moi je les ai mis en 2 en tout cas les deux loulous parce qu'en termes de pas David et Goliath mais juste de titans qui se rentrent dans la gueule, c'est vraiment all time. On a des records dans tous les sens. T'as parlé des 11 bagues, mais les 55 rebonds de Wilt Chamberlain, c'est sur Bill Russell. Il y a de la confrontation dans tous les sens. Il y a des anecdotes. 69. Match 7 à Los Angeles. Ballon là-haut. Bill Russell, il est entraîneur-joueur. En face, il y a Wilt, les Lakers sont favoris à la maison. Ils sont favoris à la maison de ouf et tout. Et ballon, les machins, les trucs. Bill Russell, non. Bill Russell, il fait non. Pourrisse la carrière de Wilt jusqu'au bout. Puis je vais arrêter là, tiens. C'est bon, j'ai 11 bagues, j'ai bien niqué, là je m'arrête. Et puis même les deux. C'est bien joué. Tout à fait. Les deux ont fait toutes leurs interviews en post-retraite ensemble. Il y a eu et toutes les histoires qu'on entend à côté. C'est-à-dire que bon, au-delà du fait qu'il y a eu énormément de documentaires sur la rivalité entre les deux, qui a aussi permis à la NBA de devenir de plus en plus connue, parce que c'est George Mikan qui s'occupe un petit peu de promouvoir la NBA. C'est la première vraie grande rivalité où tu te dis, waouh, je veux quand même deux uber athlètes qui se rentrent dedans. Il y a le fait que les deux mangent ensemble avant et après les matchs. Ouais. C'est des trucs cons, tu vois, mais il y a un côté hyper psychologique de Bill Russell qui fait, mais bien sûr, mais viens, on va manger un bon mac and cheese à la maison, c'est maman qui le prépare. Bague, en fait. Et en fait, derrière, voilà. C'est pour moi, comme ça tu vas avoir la haine. Ouais. Et c'est vrai que j'ai mis en 3. Par contre, oui, en 2. Les deux autres, moi je les ai mis en 2. Ouais. Isaiah Jordan, je pense pas qu'ils mangeaient ensemble ni avant ni après les matchs. Non, c'est sûr. Non, les deux ne peuvent pas se blairer, et par contre les éléments sont trop nombreux. Il y a trop d'éléments, c'est-à-dire qu'on a d'un côté Isaiah Thomas, le big boss, le général en chef des Bad Boys de Détroit, né à Chicago, au hasard, né à Chicago. Ouais. Donc dans sa ville, il y a un joueur, Michael Jordan, qui lui est né à New York, quand même ville de basket aussi pas trop mal, à Brooklyn, qui domine tout. Et Isaiah est arrivé en NBA avant Jordan. Isaiah est de la draft 80 ou 81, un truc comme ça, où ça se met en place mais difficilement aux Pistons. Et au fur et à mesure que les Pistons vont monter en régime, il y a aussi à côté ce Michael Jordan qui, on le voit bien dès la saison 87-88, et
Un joueur incroyable. Ouais. Et là, les Pistons, à de nombreuses reprises, quand même 3 années de suite, mine de rien, vont stopper les Bulls en play-off. Et de quelle manière, quoi? D'une manière, voilà, quoi, les Jordan Rules, les fautes, les déclarations, l'ambiance catastrophique, l'ambiance sanguinaire qu'il y avait dans ces matchs. Bien sûr. Quelques déclats, mais genre des Ah non, mais des coups de pute. Cisailles, des coups de pute publiquement assumés. Complètement. Tout à fait. Et puis en point d'orgue de ça, la Dream Team 92, quoi. Non, il y a trop d'éléments. Moi, c'est pour ça que je le mets en 2. Hein. Alors, ouais. Parce qu'on peut pas m'enlever dans la tête. En tout cas, tu peux pas l'enlever le podium. Non, podium impossible. On peut pas m'enlever de la tête que je sais que les défenseurs de Michael Jordan, et je les comprends, vont dire non, mais Michael, nanana. Non. Si Michael Jordan, en 1992, il avait dit à Chuck Daly au comité, ouais, pourquoi pas, je veux bien jouer avec Isaiah Thomas aurait fait la Dream Team. Peut-être. Oh, arrête. Non, c'est le meilleur meneur attends, à cette époque-là. C'est le meilleur. C'est pas ce que j'allais dire. C'est que j'allais dire peut-être, pour aller dans ton sens justement, peut-être qu'il fallait pas le friser au All-Star Game. Voilà. Et justement, Isaiah Thomas quelques années d'avant, parce que ça démarre très vite cette rivalité. Tout de suite. Je veux dire, Jordan va être All-Star Game aussi, de rookie. Tout à fait. Et il va faire non mais lui filez pas la balle. Isaiah a une haine, ce côté comment t'oses prendre la place de Chicago, je suis le gars de Chi-Town, je suis censé élever cette ville. Non. Bien sûr, le passage quand les Bulls sweep les Pistons et Isaiah refuse de serrer la main. Les mecs qui sortent en baissant la tête, ils vont au vestiaire direct. Bien sûr. Des mandales de la droite, il manquerait juste de la droite de l'un à l'autre. Vraiment une vraie gouache de l'un à l'autre. Il n'y en a pas eu, mais il y a quelques images que j'ai en tête où Isaiah il vient en aide à Rodman qui défend sur Jordan. Bien sûr. Il vient en aide, il fait pas super attention de prendre que la balle, hein. Il s'en fout. Hein. Il en a rien à foutre. Hein. Un poumon. Ah ouais, il en a rien à foutre. Donc non, vraie grosse rivalité entre deux grosses fortes têtes, deux égos archi surdimensionnés de malade mental. Ouais. D'ailleurs, Jordan, lui, il le dira, hein, Isaiah a toujours dit que malgré la rivalité, Jordan a été un adversaire incroyable. Jordan a expliqué à maintes reprises que sans les Pistons, il serait peut-être pas devenu le joueur qu'il est devenu après, parce que c'est l'envie de les passer eux qui l'a fait progresser. Tout on a dit pendant l'époque que les Pistons étaient mauvais pour la NBA, et que c'était mauvais et qu'il fallait absolument pas qu'ils rechouent. Puis les rumeurs en couvre du USA Today où soi-disant c'est Jordan qui s'entendait bien avec le journaliste et que le mec il a dit avec une photo de Lembir et Isaiah Thomas que genre c'était comment c'est quoi le titre exact, je sais plus, mais genre c'est AI non je sais plus ce que c'est. Enfin c'est il y a une vraie rivalité tout en haut de la ligue entre deux équipes immenses avec deux joueurs immenses à leur tête. On parle bien de joueurs immenses. Bien sûr. Et d'ailleurs, regardez sur toute la durée. C'est-à-dire que même pendant les 80s, comme certains le savent, probablement les Pistons vont changer beaucoup de façon dont les équipes fonctionnent, les premiers vols dans des jets, les premiers hôtels vraiment upper class, et Jordan va dire non mais c'est nous qui avons changé la ligue, tout jamais, etc. Vous écoutez aujourd'hui Isaiah Thomas parler dans la discussion du GOAT, il y a 5 à 6 mecs avant Jordan à peu près. C'est clair. Il va être là genre déjà LeBron, j'ai jamais vu ça. Il va te faire un top 15. On l'oublie un petit peu trop. Il va te faire un top 15 avant Jordan. Les gars, Magic Johnson, Larry Bird. Imaginez s'il avait été athlétique. Est-ce qu'on parle de John Havlicek? Le mec déroule tout. Le mec il va te dérouler. Avant de mentionner bientôt il va te sortir Bradley Beal devant Jordan dans le débat du GOAT. Isaiah Thomas, c'est ça, je suis d'accord. Bien sûr. Puis Jordan, lui, si tu lui demandes, de toute façon, je pense que même dans son top 100, il met pas Isaiah Thomas, le mec. Oh non, mais reste tombé. Il a à peine sa place en G-League. C'est clair, c'est un truc de fou. Bon, après, ça, c'est énorme. Numéro 1, on est d'accord. Numéro 1, je vais l'écrire, mais oui, il y a pas de fin, je pense. Moi, je l'ai mis. Certains, ça fait encore une fois partie de cette top 10 où. Ah oui, ça je suis là, je fais un petit tour d'horizon, puis je fais bon, ok, d'accord, donc voilà. Nous sommes d'accord, nous sommes sur la plus grande rivalité entre joueurs de tous les temps, la plus iconique. La plus importante. Celle qui a sauvé la NBA. De l'histoire de la ligue. Eh oui, celle qui a permis à la NBA d'être celle qu'on connaît aujourd'hui, Magic Johnson versus Larry Bird. Celtics, Lakers, deux franchises, tout a été fait pour que la rivalité soit parfaite. Tout. C'est impossible. Et ça démarre à l'université. Oui, c'est un des top 10 où je pense, le prochain qui prend la place. Et je pense pas que c'est possible. De prendre la place, tu vois. Ah là, ça de changer prendre le numéro 1, non, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il y a des éléments qui ne pourront plus être touchés. On serait pas là. S'il n'y avait pas eu cette rivalité-là, nous, on serait pas là. Donc en effet, on commence en NCAA. NCAA.
Michigan contre Indiana. Ceux qui n'ont pas vu, ceux qui n'ont jamais vu l'intronisation de Magic Johnson au Hall of Fame, allez me voir ça. L'intro de discours, c'est fait par Larry Bird. C'est un petit bijou. Il vous raconte comment il a rencontré, comment il a découvert Magic Johnson. C'est hyper intéressant. Quelques mois après cette rencontre, les deux équipes, donc d'un côté Indiana State pour Larry Bird et de l'autre côté Michigan, Michigan, se rencontraient en finale NCAA. Je crois State, mais à voir. Michigan State, ouais. Peut-être, à voir. Je sais plus. En tout cas, ils se rencontraient en finale NCAA. Victoire de Magic. Non. Bah si. Larry Bird perd sa finale NCAA contre Magic. Ah bon? Bah oui, bien sûr. Et oui, puisqu'après il va se... C'est marrant, j'aurais juré l'inverse. Bah non, il va se rattraper en 84 pour la première finale NBA. C'est là qu'il va se rattraper. Enfin bref, on continue. Okay. Mais Magic Johnson gagne avec Michigan. Tout à fait. Dans la foulée, ça file en NBA. Tout à fait. Rookie de l'année, Larry Bird. Magic Johnson, il y a combien de votes? Quoi? C'était quasi unanime? C'était quasi unanime. Oh putain. Il fait ok, d'accord, je vais être MVP des finales. Allez, MVP des finales. Boum. Larry Bird, prends le journal. Merde, fais chier, c'est quoi ce bordel et tout. C'est quoi ce bordel? Et donc là, grosse rivalité, et en plus, Showtime d'un côté, bien sûr, Celtics de l'autre. Tout est fait. Tout est parfait. Non mais même Renoir contre Blanc, enfin je veux dire, tout est scripté. C'est le blanc un peu redneck tout de la fait, campagne et tout machin, pas très athlétique, qui coupe son gazon tout, face au black, gros sourire Colgate, citadin quoi, enfin tu vois, grosse bien ville sûr. Quoi, le Michigan, Détroit, tout ça. Non, qui joue à Los Angeles avec en un face, maillot il y a Boston, bien sûr. Il y a un côté, il y a le Showtime, un mec qui joue en souriant, qui fait des passes aveugles. Red Auerbach refuse qu'il y ait des pom-pom girls, alors que les Lakers sont les premiers à vouloir avoir un rang de VIP. Ah, c'est clair. C'est la totale. En VIP, ouais. Et puis les pom-pom girls, il y en a direct. Bien sûr. Non, mais c'est le contraste est tel. Et là, on n'a même pas encore joué de finale NBA. Non. Ils en joueront 3, l'un contre l'autre, si je dis pas de bêtises. 84, 5, 7. Ouais, c'est ça. Dont 2 gagnés par Magic. Une gagnée par Larry Bird, la première, comme tu le disais. 84 qui va en 7. À chaque fois, évidemment, celui qui gagne est MVP des finales. Ah bah là. Non. C'est vrai qu'il y en a une pour Jabbar, tout à fait. Autant pour moi. Oui. C'est vrai qu'il avait Jabbar avec lui. Bon, l'autre, ça va. Hein. Il a du Michael et tout. Hein. Il a du monde aussi. Mais les deux se rentrent dedans. Je veux dire, il y a du coup de coude de Wislar entre Magic et Bird. Je pense qu'au début, il y a une vraie petite rivalité avant que ça se transforme vraiment en amitié au fil des années. Bah c'est ça. Je pense. Hein. Tout à fait. Bah, vous pourrez le voir notamment dans le documentaire Courtship of Rivals, qui est disponible notamment sur très bien. Sur un réseau de vidéos que vous connaissez et que vous êtes en train d'utiliser, et où justement, comme tu le disais là bien Alex, les deux ne s'aiment pas, alors que pourtant Magic est le premier à dire, mais c'est bizarre parce qu'on est un peu des miroirs de ce qu'on est, c'est-à-dire que on est des playmakers, des fabuleux penseurs du jeu, qui adorons donner du plaisir et qui sont des compétiteurs hors normes. Il a raison. Il a totalement raison. Et c'est quand ils vont faire ce tournage pour Converse et justement se retrouver, parce que c'est Larry Bird qui dit on tourne chez moi French League. Ouais, je veux rien savoir. On tourne chez moi, il n'y a rien à dire. Et que Magic arrive en limousine. Alors lui dans le genre. Et bien sûr, arrive en limousine et ils ont l'impression qu'ils vont se foutre sur la gueule et tout le casting est là genre attends, on va la faire la journée ou pas? Et les protections sur les caméras, comment ça se passe? Et en fait, Larry Bird a notamment invité Magic à prendre le souper avec la daronne et tout. Et en fait, depuis ce jour-là, ils sont devenus plus amis quoi. Plus que ça même. Bien sûr. Tu vois, quand Larry Bird raconte qu'il est l'une des premières personnes que Magic appelle pour lui annoncer qu'il est séropositif. Bien sûr. Tu vois? Tout à fait. Larry Bird, quand il a ses gros problèmes de dos et tout, bam, ça téléphone à Magic. Puis Magic avec un t-shirt des Celtics sous son veston. La retraite de Larry Bird. C'est incroyable ça. Bien sûr. Magic. Et puis tu peux pas. Un joueur des Lakers, bien sûr. L'icône. J'aime bien Kobe, j'aime bien Will, tout ça. Magic. C'est Magic l'icône, rien à faire là-dessus. Hein. Mauvais timing. Mauvais timing pour cette phrase, Alex. Ça me fait rire Alex, de le dire. N'empêche, c'est lui l'icône. Oui. L'autre, sous son jogging des Lakers, il a un t-shirt Celtics. Tu vois, c'est genre. Le blasphème. Normalement, c'est un blasphème ultime. Mais là, il le fait, il le sait. La Dream Team. Bien sûr, co-capitaine. Co-capitaine, bien sûr. Co-capitaine. C'est Magic qui dit oui tout de suite et tout, je veux y aller, tout ça. Et c'est lui qui tanne Larry Bird, qui fait vas-y, c'est mal au dos. Les dents, arrête avec ton dos là. Carlo, là. Tu pourras t'allonger sur le banc, on va à Monte Carlo, après on va à Barcelone. Voilà, terminé, tu viens. Sangria. Ouais. Bien sûr. Et puis même, ils le disent eux-mêmes, aujourd'hui, dans le monde entier, genre si la NCA doit faire une conférence de presse, ils ne prennent pas l'un, ils prennent les deux. Quand il y a un mec qui croise Magic, ils vont lui dire comment ça va avec Larry. Enfin, tout. Il y a eu un bouquin
Il y a eu un sur leur rivalité. Il y a du documentaire. When the game was Earth. Non mais il y a eu du docu. Tout à fait. Il y a des. Et comme tu l'as dit en préambule, on n'existe pas nous sans la rivalité Bird Magic. Elle a été parfaitement utilisée par David Stern. Par David Stern, parfaitement exploitée d'un point de vue marketing, d'un point de vue par CBS Sports, par ABC. Bien sûr. Je veux dire, franchement, Magic Johnson, beaucoup de gens qui ne s'intéressent mais pas du tout au basket savent qui c'est. Bien sûr. C'est vrai. Parce que c'est une icône. Voilà. Tout à fait. Larry Bird est parfois un peu moins connu. Non, Larry Bird est moins connu. Tout à fait, c'est moins connu. Mais il n'empêche que parce que la NBA était dans la merde et qu'on avait les finales qui étaient rediffusées, c'était du replay avant. Ouais. Et que là, tu vois cette rivalité, la NBA a fait non, c'est mort. S'il faut qu'on jump vraiment, on va miser à fond là-dessus. En plus, dans une ère aux États-Unis où justement il y a. Enfin, je veux dire, il y a vraiment des grosses tensions, donc il faut que tu choisisses un camp. T'es pas genre au milieu, non. Soit Celtics, soit Lakers. Est, Ouest. Bien sûr. Enfin, tout. Il faut même, il y a des histoires, justement dans le bouquin, quand le jeu nous appartenait, c'est ça? When the game was ours. Où t'as des phrases de Magic où il se balade dans Boston, il croise un Renoir et il lui fait... s'il vous plaît, défoncer les Celtics. Alors que le mec habite à Boston et ils sont là genre quoi, ils font, c'est de l'ordre social, tu vois, c'est un truc, c'est une rivalité qui dépasse le cadre de n'importe quel autre qu'on a eu. Et c'est pour ça que c'est numéro 1. Voilà. Nous sommes d'accord? C'est bien. Allez, on monte le petit tableau by les 11. Le top 10 all time, le voici. Nous sommes donc d'accord avec Alex. La plus grosse rivalité joueur de tous les temps, c'est entre Magic Johnson et Larry Bird. Pas demain que ça va changer, crois-moi, ça là-dessus. Ah et puis non, même le podium. Le podium, il est dur à aller chercher. On va peut-être surveiller ce qui se passe avec KD et Westbrook, mais c'est vrai que dans l'air hyper il faudrait nice. que KD il allait à l'est et puis que ça se retrouve en finale, par exemple. Ouais, ou que ça s'achète genre une paire de... KD va au Knicks ou un truc comme ça, tu vois. Voilà, ce genre de petites choses. Tout à fait, allez, d'accord. Nous, on vous souhaite une bonne fin d'appétit. Exactement, une très bonne semaine. Allez, bisous. Ciao. Ciao.